Jean-Philippe Hatu'uku est le jeune capitaine marquisien de la goélette Mareva Nui qui fait la ligne des Tuamotu du Nord-Ouest. Pascal RL, son frère aîné de 2 ans, est guide aux îles Marquises. Il accompagne parfois les touristes qui font la croisière des Marquises à bord du cargo mixte Aranui. Marquisien, mon frère. C'est ainsi que s'interpellent Pascal et Jean-Philippe lorsque leurs chemins se croisent. C'est aussi l'histoire de 2 frères, 2 mères, 2 pères, l'histoire simple de 2 destins marquisiens. Nous sommes en plein cœur du Pacifique Sud, en Polynésie française. Plus d'une centaine d'îles réparties sur une surface d'océan grande comme l'Europe. Que ce soit à Tahiti, à Bora Bora, aux îles Australes, aux Marquises ou sur les atolls des Tuamotu, il est peu d'endroits au monde où le spectacle de la nature y soit aussi puissant. La puissance évocatrice de cet environnement, que certains appellent le mana, est gravée dans le cœur de chaque Polynésien et souvent tatouée sur sa peau. Et elle forge à jamais les hommes qui sont nés dans ce pays, dont Pascal et Jean-Philippe. Jean-Philippe est seul maître après Dieu du Mareva Nui et de ses 9 hommes d'équipage. Une goélette de 60 mètres qui transporte du fret et quelques rares passagers d'atoll en atoll. Makatea, Tikehau, Rangiroa, Ahe, Manili, Takapoto, Takaroa, Whakarava et bien d'autres. 13 en tout, dont les noms au K qui claquent et au R qui roulent nous transportent à eux seuls au bout du monde. Oa, une escale marquisienne du cargo mixte Aranui, où il déverse son flot de fret, lui aussi, mais surtout de touristes. Mais ces touristes-là ne se contentent pas de piscines et de transats, mais sont curieux de la culture marquisienne de Nukuhiva, Uahuka, Tahuata ou Uapo. Attention à la marche. Et Pascal les y convie. Dans la langue marquisienne aussi, les K claquent et les R roulent. Il est juste à côté, il prend son coquille et puis il arrive pour faire. Et pourtant, l'accent de Pascal ne donne pas vraiment cette impression. Ok, moi je monte déjà avec pour qu'il y ait quelqu'un sur le site déjà. Ok. Tu sais, mon frère Pascal, il doit être le seul marquisien au monde qui a l'accent parisien. C'est marrant, non? C'est marrant, peut-être. C'est singulier, sûrement. Tout commence dans l'île de Uapo, et plus précisément dans la vallée de Hakahetao.
Tout commence en effet à la brigade de gendarmerie de Huapou, où le commandant RL est affecté en 1969, venant de Bretagne, avec sa femme. Il y avait un passage par Papeete, un passage obligé pour s'acclimater. S'acclimater, façon de parler, plutôt se mettre au rudoiement de la population. Ah oui. Une amitié naît entre le couple RL et la famille Hatuuku de la vallée de Hakahetao, et en particulier entre les deux femmes. Nous sommes amis, très amis. Monsieur et Madame RL, j'aime beaucoup parce que il est comme moi. Il aime l'église. Juliette, c'est une très gentille femme, douce déjà. Et puis, je sais pas, elle était bien, une femme bien, quoi. Oui. Naughty hula eyes that slyly hypnotize, that cast a spell right from the start. Deep within them lies a smile that never dies, to thrill and still my heart. Beneath tropic skies I found a paradise, and round my heart they wove a lay. How I idolize those naughty hula eyes that stole my heart. Cette amitié amène Juliette Hatuuku et son mari, Boniface, à envisager de donner l'enfant qu'elle porte au couple RL sans enfant. Quand je suis enceinte, ils demandent de donner mon fils pour eux. Mais moi, je ne veux pas. Mais mon mari m'a dit, oh non, il faut donner, nous sommes amis. Il faut donner ce bébé pour eux. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est fait, ou ce sont ses sœurs à Juliette, ou la grand-mère, la mère à Juliette, qui m'a dit que, si tu veux, je crois que c'est pour toi. Comme ça. J'ai pleuré. J'ai pleuré toujours, mais... Naturellement, nous étions émus et, ma foi, très contents à la fois, puisque on attendait cela depuis un certain temps, sans se prendre trop la tête, comme on pourrait le dire. Tout vient qui sait attendre. Hein. En fait, ils ne l'abandonnaient pas, ils le donnaient. Ils ne l'ont pas abandonné, c'est ce qu'il faut se dire. Ce n'est pas un enfant abandonné. C'est un enfant qui a été donné et pas abandonné. Pascal naît en 1971 et est confié progressivement à la famille RL. Je pense toujours à mon petit-fils. J'ai toujours des larmes. Mais les larmes de cette époque qui la font sourire aujourd'hui, en guise d'ultime rempart contre l'émotion toujours présente, ces larmes traduisent l'angoisse de ne jamais revoir son fils. Car elle sait confusément que l'adoption chez les Popa, les Occidentaux, est plus radicale que son équivalent polynésien, le Fa'aamu. Littéralement, donner à manger, où l'on confie son enfant à élever à de la famille, des amis ou des voisins, sans être vraiment séparé de lui. Mais heureusement, les parents adoptifs, ils écrivent toujours les lettres et même les photos. Qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, seul l'océan nous sépare. 2 ans plus tard, le commandant RL est affecté en métropole. Arrivé à 2, ils repartent à 3 avec Pascal. J'ai été adopté de manière plénière et donc vous n'avez plus de relation avec votre famille d'origine. Mais moi, ma famille d'adoption, elle a toujours décidé de jouer intelligemment et de conserver le relationnel avec ma famille d'origine. Et donc tout petit,
jour, mais n'oublie pas que tu as une famille à l'autre bout de la terre. J'ai loupé de peu la naissance de Jean-Philippe, hein, qui a été vraiment une naissance incroyable. Mais le plus drôle, c'est qu'aujourd'hui, il est commandant de goélette sur les Tuamotu et il est probablement le seul commandant de goélette à avoir le mal de mer. Ça va mieux. C'est drôle, peut-être, mais c'est singulier là aussi. Pour Jean-Philippe, tout commence aussi à Ouapo, le 31 août 1973. Il faut faire les noms pour tocher. Parce que c'est les poules tochées qui fait pousser. Bulldozer, c'est le prénom que le petit frère de Pascal a failli porter. Un déluge s'est abattu sur Ouapo le soir où Juliette, enceinte, a ressenti les premières douleurs. Et c'est à coup de bulldozer que Boniface, son mari, a poussé sa voiture, abritant Juliette, qui ne savait pas conduire, à travers les torrents de boue, dévastant la piste qui menait à l'hôpital de Hakarao. Arrivé de justesse, l'enfant est né sans encombre et son prénom sera finalement Jean-Philippe, qui est sans doute plus facile à porter. C'est une enfance de marquisien qu'il vit dans sa vallée de Hakahetao. Une enfance heureuse, à part le fait qu'il ne supporte pas la mer. Le seul son d'un bateau qui pénètre dans la baie de sa vallée suffit à le rendre malade. Le bateau symboliserait-il pour le petit Jean-Philippe l'angoisse de la séparation? Séparation d'avec sa famille d'abord, lorsque le bateau de ramassage scolaire l'emmène comme pensionnaire à l'école de Hakarao. Séparation d'avec ce frère, dont on lui a tant parlé, dont il a vu les photos, parti quelques jours avant sa naissance avec le couple RL, par un autre bateau, administratif celui-là. Difficile à dire, mais le petit Jean-Philippe n'aimait décidément pas les bateaux. J'ai le mal de mer quand j'étais petit. À chaque fois que je vois un bateau comme les bateaux qui ramassent les élèves scolaires ce temps-là, c'était Towake. Et à terre, à chaque fois que j'entends, tout de suite j'ai le mal de mer. Ouais, j'ai pas envie de monter sur ce bateau-là, mais je prends quand même. Arrivé sur le bateau, je prends un petit citron, bien un orange pour sentir l'odeur du zeste. À chaque fois, je vomis. Et mes copains, des fois, ils me moquent seulement de moi. La cabine de Jean-Philippe, c'est la cabine d'un capitaine. Spacieuse, confortable, avec de la place pour y épingler des photos. De famille, d'enfants, encore de la famille, des sœurs, des frères, Jésus, le bon Dieu et le Mont Saint-Michel. C'est d'abord pour la Normandie que le petit Pascal, désormais RL, suit sa nouvelle famille et laisse à Ouapo ses parents naturels et ses 3 frères et sœurs. Après différentes affectations de son père gendarme, c'est finalement en Bretagne, à Pléneuf-Valandré, que s'installera la petite famille. Le comité FNACA de Trégueux organise
organise un spectacle à Bleu Pluriel samedi le 5 avril à 20h30 avec en première partie Josiane et Morissette accompagnés de Richard au piano. Repas blanquette de veau pour 17 €, boissons non comprises. Moi, je garde toujours une tendresse, une affection. C'est même pas ça, c'est un véritable amour pour Pléneuve. C'est comme si j'y étais né parce que j'y ai passé les moments importants de ma vie. J'aimais aller sur les sentiers des douaniers, j'aimais aller à la plage. J'aimais tout ça, ouais. J'aime tout ça. Je suis allé au lycée en Bretagne. Il a été un très bon élève, oui, très, très bon étant jeune, très très bon. Très bonne note, toujours bien noté à l'école, toujours bien, oui. Puis au moment de l'adolescence, il a un peu baissé. Les déménagements, on a trop déménagé sans doute. Il a un petit peu baissé là. Il a perdu pied, je crois, un petit peu. L'adolescence, c'est l'âge des questions qui se bousculent dans la tête de Pascal, et en particulier celle sur ses origines marquisiennes, qui le taraudent chaque jour un peu plus. C'est sans doute à cet âge crucial que commence véritablement sa longue quête identitaire. Mais il s'accroche et poursuit ses études dans un lycée catholique de Saint-Brieuc. Monstrueux, c'est génial, j'ai trouvé 2 gars de Tahiti. Alors non, moi je viens faire mes études ici il y a quelques années. Je décide de revenir voir en pèlerinage un petit peu, et puis alors je tombe sur 2 garçons de Tahiti, avec un garçon de Haroué et également un garçon de Para. Voilà. Les Polynésiens investissent la Bretagne. Il monte à Paris pour y poursuivre des études d'électronique qui lui permettent à 18 ans de décrocher son premier job, très mystérieux, pour le ministère de la Défense, dont ni lui ni personne ne veut vraiment parler. J'ai travaillé pour le ministère de la Défense pendant quelques temps, en parallèle de mes études. Et c'est ce qui m'a amené à faire beaucoup de choses, à bouger pas mal. Et il n'a jamais parlé du ministère de la Défense. Oui, ce qu'il y faisait, je ne peux pas, je suis incapable de le dire. D'ailleurs, je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là parce que je dirais certainement des erreurs. Je travaillais toujours en rapport avec mes études. Donc, tout ce qui est lié aux télécommunications, c'est essayer de faire pour le mieux pour que toutes les communications du ministère puissent être le plus opérationnelles possible. Loin, bien loin des mystères des ministères, nous avions laissé un Jean-Philippe enfant en proie à la phobie des bateaux. Et les choses n'avaient pas l'air de s'arranger pour lui. À 10 ans, quand j'ai été à Cahou, au CSP, c'était dur. À l'internat, tous les soirs, je pleure seulement. Des fois, j'appelle ma maman ou bien mon papa de venir me chercher au moins un week-end pour m'emmener à Kaita. Parce que ça me manque tellement. Le collège, mais je suis content comme le collège, ce temps-là, c'est un peu libre. Et quand on n'a pas cours l'après-midi, mais on peut sortir en dehors, voir la famille. Mais ce temps-là, j'ai eu aussi une copine de Nkuhiva aussi. J'étais gardien de but du collège, qu'on a été joué avec le collège de Nkuhiva et on a perdu au moins 3-1. J'étais malheureux ce jour-là. Parce qu'un côté, c'était ma faute qu'on a perdu aussi. À 18 ans, Jean-Philippe s'envole de Ouapou pour poursuivre ses études à Tahiti. Il ne trouve pas de place au lycée. Son oncle l'inscrit alors à l'école maritime de Motu Uta. Ils m'ont dit il faut aller à l'école maritime, que tu as ta place. Mais ici à Taon, tu n'as plus de place. Quand j'ai vu mon tonton, c'était mon tonton qui m'a insisté, il faut aller. Tu vas aimer la mer,
faut continuer, faut pas te lâcher. C'était dur la première année. J'avais pas de sous, mais j'ai fait mon casse-croûte l'appartement, je prépare tout. Obligé d'embarquer sur des petits caboteurs, il est tout le temps malade à bord et ses supérieurs lui conseillent de travailler dans un bureau. Comme son frère Pascal à l'adolescence, il s'accroche, finit par surmonter son handicap et passe un par un tous ses brevets. Quand j'ai eu mon papier, mon diplôme, j'étais content, très content. On a fait une fête entre nous là en ville. Et là, ma première place, j'ai été demandé un petit taporo, c'était mécanique. Après, j'avais un petit bateau. Ce temps-là, il s'appelle Kawaru Anui. Je le connais bien parce que c'était un ancien capitaine de Aranui. Il m'a dit, ah, ok, je te prends comme stagiaire, marquisien comme ça. Et mon premier voyage, j'ai eu tellement le mal de mer ce jour-là. À chaque fois, je suis vomi par la fenêtre. Et le capitaine s'est monté moi. Il me dit, ah, si ça continue toujours comme ça, c'est pas la peine de venir travailler sur un bateau. Et il faut rester à la maison devant tous les marins. Là. Il y a au moins 6 marins. J'ai eu honte. Mais je suis resté quand même. Et il a eu raison. À 30 ans, il devient capitaine. En 2003, c'est là que j'ai pris le commandement du bateau. C'était dur. J'avais peur. J'avais le trac. Mais arrivé à une île où il y a le quai, j'ai eu encore le trac pour accoster le bateau. Le chef mécanicien m'a dit, il ne faut pas avoir peur, mais on va aller doucement. Prends ton temps. J'ai dit, bon, ok alors. On a été accosté au moins pour 15 minutes. Mais après, petit à petit, je me suis habitué. Et je sais comment faire par rapport au courant et au vent. Et là, je maîtrise bien mon bateau. Et c'est tant mieux, car son bateau est un peu le poumon, avec d'autres, de ces atolls, dont les habitants s'approvisionnent à l'aventure, comme on dit ici, comme à la camionnette de l'épicier, du boucher ou du boulanger dans nos campagnes. Ce n'est donc pas un métier de fillette que celui de Jean-Philippe. Apparemment, le métier de Pascal n'est pas non plus de tout repos. Mais nous n'en saurons pas plus. À Paris, il entretient une correspondance assidue avec sa grande sœur, restée à Ouapo. Sa petite sœur vient également lui rendre visite et il revoit à Lourdes sa mère marquisienne, venue faire un pèlerinage dans toute l'Europe. Et à ce moment-là, Pascal a fait connaissance avec sa maman, là, à Lourdes. Déjà, il avait fait connaissance avec 2 sœurs et un frère avant. Et il a fait connaissance avec sa mère et d'autres membres de la famille lorsqu'ils sont venus en France. Je n'avais jamais été à Lourdes. Il y avait un grand groupe de marquisiens et je rentre dans le hall d'hôtel et très sérieusement, malgré la masse, moi je n'en vois qu'une. Quand je vis, je me lève parce qu'elle m'a à mes yeux toujours sur la porte. Après, j'ai vu. J'ai allé. J'ai pleuré et mon fils aussi. Après, je prends par la main, j'ai allé à raconter aux autres. Ils regardent les autres marquisés. Ah, qui est ça? Qui est cet homme? Ah, seulement le tonton de Centrine.
Et il a dit aux autres, ah, c'est son fils. C'est son fils. La rencontre a été exceptionnelle. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs de ma vie. Tout autour de moi, il y a plein d'autres personnes qui pleurent. Mais les autres m'ont dit, pourquoi tu as connu? Il a 25 ans. Mais j'ai dit, c'est mon cœur qui m'a dit, voilà, c'est ton fils. Et de là, il a voulu aller aux Marquises. Et puis, ayant eu une petite fille après, pas très longtemps après, 1 an après, il a décidé d'y rester. Une fois qu'il a fondé sa famille, bien forcément, il y est resté. C'est un choix qu'il a fait. Le regard de Josiane, d'ordinaire si franc et énergique, décroche de la caméra pour la première et unique fois de cette interview et va se perdre dans l'évocation du choix de Pascal. Il nous en dit long sur la vivacité de la souffrance liée à cette séparation, pourtant vieille de 11 ans. Comme si je me sens coupable de quelque chose, je conserve vraiment le contact avec ma famille bretonne en permanence. Ce sont mes vrais parents pour moi. Et Lourdes, ça a été un moment très fort pour plein d'autres choses, pas simplement que la rencontre avec ma maman, mais c'est mes premiers mots en marquisien, puis voilà. Et après, il m'a dit, maman, je veux aller avec toi. Le sourire de Juliette est tout sauf un sourire de triomphe. Il exprime la plénitude du bonheur d'une mère, maintenant apaisée. Nous ne saurons pas vraiment pourquoi elle a accepté de donner son enfant contre son gré. Pression familiale, raison, car elle donnait à son fils plus de chances de faire des études supérieures pour trouver un bon travail. Confiance dans ce couple RL, devenu si proche. Sur ces 2 derniers points, elle ne fut pas déçue. Mais après 25 ans, son fils lui manquait toujours. En 1997, il demande une disponibilité et débarque à Ouapo. Il y restera. Quand il est venu, il descend. Nous sommes là-bas, sur la plage. Il m'a raconté ça. Maman, c'est merveilleux ici. Je ne vais pas retourner encore. Je dis à mon fils, je ne vais pas te chasser. Après, il reste jusqu'à maintenant. Mon papa, la première fois que je l'ai rencontré, alors ça a été très très chaleureux. C'était un accueil génial. Il avait tout préparé pour moi en termes de nourriture. Et puis on a appris à se connaître jusqu'à aujourd'hui. Et encore, on continue. Pascal, elle écrit des lettres pour dire comment il va. Et maman, des fois, il me raconte. Ah, ton frère, il a écrit une lettre, mais des fois, je lis. Mais je ne réponds pas. Il est revenu quand il a eu 28 ans, comme ça. Bon, ces jours-là, je travaillais alors sur la remontée ferry. C'était en 96 alors. C'était en ville. Tu t'en souviens de notre première rencontre? Oh! Marquisien, mon frère! Filippo, je l'ai rencontré le jour de mon arrivée, mais de façon particulière, c'est que d'abord lui, il était encore en mer. Et il arrivait juste ce jour-là. Et j'allais le rencontrer au magasin où travaille ma grande sœur, Tahia. J'étais voir ma sœur à la boutique. C'était elle qui m'a dit que Pascal, il n'est pas là. Mais je suis resté, j'ai attendu. Quand j'ai entendu sa voix, c'était la voix de mon père. Et une voix grave. C'est un peu l'accent un peu rural. Moi, j'avais déjà eu des photos, donc
Je m'attendais à voir un petit peu. Et puis voilà, je l'ai rencontré. Et là, j'avais plutôt affaire à quelqu'un de plus petit. Donc pour moi, c'était vraiment mon petit frère. Et puis on a passé un petit peu de temps ensemble à discuter. On a parlé, comment ça va, beaucoup de choses. Toute notre vie, depuis que j'étais petit et lui aussi, depuis qu'il est petit, on rigole. J'étais content, j'étais content et aimé quand même. Je l'ai vu jeune, mais je l'ai vu responsable. Puis petit à petit, on a appris à se connaître. Moi, je l'ai motivé aussi pour essayer de venir travailler sur l'Aranui. Et puis, c'était pas possible. Madame voulait pas. Et puis, là, il a fait son petit bonhomme de chemin. Il l'a très bien fait, puisqu'il est commandant de navire. Ainsi, Pascal était rentré à Tahiti, puis aux Marquises, après 24 ans d'absence. Faisant le plein des émotions des retrouvailles, des sites marquisiens spectaculaires et peut-être d'un peu de culpabilité. Mais de ce nuage de puissantes sensations, il lui fallait redescendre pour affronter le quotidien. Son premier job polynésien, qu'il exerce encore de temps à autre, se fera sur le grand océan, comme son frère Jean-Philippe. Il sera accompagnateur des groupes de touristes se rendant aux Marquises par l'Aranui. Hapatoni, it's a village about 100 inhabitants. Very pleasant village. To go ashore, we use also the barge, and we arrive on a beautiful pier like yesterday. À Waruka, alors on arrive dans la baie de Vaipae. Une île très particulière, complètement différente des autres îles des Marquises et j'apprécie particulièrement, même si c'est pas celle d'origine. Il est difficile d'appréhender l'importance du choc émotionnel du retour de Pascal au pays de ses ancêtres. Il a voulu ce retour. Il sait pourtant qu'il est de culture 100% métropolitaine, mais il se veut marquisien. Il considère Josiane et Jean Hérel comme ses véritables parents, ceux qui l'ont construit. Mais il accole symboliquement le nom de ses parents naturels aux siens. Il s'appellera désormais Pascal Hérel Hatuuku. Il apprend le marquisien, envisage de rouler les R lorsqu'il parle français, puis y renonce. C'est un passage entre deux mondes qu'il s'apprête à franchir, un passage semé d'embûches, il le sait. Mais chaque chose en son temps. À cet instant, il savoure sa nouvelle vie. Ainsi, les choses se passent plutôt bien pour les débuts marquisiens de Pascal. Jean-Philippe, lui, poursuit sa route entre les atolls, K1, Ka. La plupart des marins que je connais, la plupart ils sont divorcés, c'est pas de leur femme. C'est à cause de leur métier. Moi, je passe 20 jours en mer par mois et 10 à terre. Je pense qu'effectivement, c'est ni facile pour celle qui reste, et ni facile pour celui qui part. La femme de Jean-Philippe ne pourra supporter ses absences de 3 semaines chaque mois. Mais il a choisi, c'est son métier, il ne peut plus s'en passer. D'ailleurs, il s'ennuie à terre, s'angoisse lorsqu'il voit monter de l'horizon l'île de Tahiti, où il faudra débarquer pour quelques jours.
si un jour que je prends ma retraite, c'est dur pour moi. On dirait d'un côté, il faut que je parte tout de suite en mer. Étrange renversement de situation pour un homme qui n'imagine pas vivre ailleurs que sur la mer, alors qu'enfant, il la fuyait comme la peste. C'est donc bien la mer qui prend l'homme. Les belles marquises, elles, prendront Pascal, ou l'inverse. Dans les deux cas, les choses ne sont jamais simples. J'arrive avec en tête le fait que peut-être il y a une possibilité pour essayer d'y vivre, mais j'en suis pas encore sûr. Je savais pertinemment qu'il fallait prendre du temps dans cet archipel. Et le temps, je l'ai eu, mais alors ce qui est très drôle, c'est la décomposition du regard des autres. Je parle des Marquisiens. Et au départ, les Marquisiens disent « Ah, c'est super, le fils qui revient, c'est génial ». Et puis, 4 mois après, c'est « Ah, mais il est toujours là, mais qu'est-ce qu'il va faire ?» Et puis, 8 mois après, il dit « Mais il est toujours là, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il va prendre la place de qui ?» Pascal, c'est le monde du monde. Parce que si vous êtes là, c'est bien parce qu'il y a Pascal. Et pas vous seul, et beaucoup d'autres avant vous. Non, Pascal, il est toujours en train de donner des coups de main là où on a besoin. C'est vrai qu'il est diplômé, maître nageur, sauveteur, et qu'on a besoin de cette personne ici. Donc il a fallu s'adapter à tout ça. Et puis mon souhait de rester là, donc forcément de développer une activité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand on fait des choses qui n'existent pas. Et c'est comme ça qu'on a réalisé un plan général de développement écotouristique. Ce sont des têtes de tiki. Alors, ce ne sont pas simplement que des cailloux, ils sont très abîmés aujourd'hui par le temps. Mais quand vous vous en approchez, vous apercevrez qu'il y a une bouche, des yeux. Ce sont des tikis, des têtes de tiki. And that was the reason why Karl von der Steiner had so many problems getting information. He even had to write. Il s'agirait là de la femme de Takai qui s'appelle Faukoe. Et puis, construit des itinéraires de randonnée, dont le premier a été la traversière à Karao-Hakahetao. Ensuite, il y a eu la boucle de Paumaka pour aller voir vraiment un pic de légende. Et il sillonne son île encore aujourd'hui sur la petite centaine de kilomètres de sentiers de randonnée qu'il a créés, sur les traces de ses ancêtres. Mais pour y arriver, Pascal a dû se faire une place dans un monde qui, quoi qu'il dise ou quoi qu'il veuille, n'est pas encore le sien. Est-il un Breton né à Ouapo ou un Marquisien qui a vécu en Bretagne? C'est la question. Ce sont ces moments de doute qui rendent particulièrement méritante la tentative de Pascal de recoller les morceaux d'une culture qui lui a échappé à la naissance. C'est dans ces moments-là qu'il s'enfonce dans la forêt marquisienne pour se rapprocher au plus près de la matrice de cette culture et de ses ornements, pour s'y confronter peut-être, s'y rassurer sûrement. Des petits personnages que l'on retrouve un petit peu partout sur le caillou, avec cette tête et puis les deux bras de chaque côté, le corps et les jambes de chaque côté, avec pour certains un petit élément supplémentaire qui peut présumer être effectivement une figure plutôt masculine. Cette pierre, nos ancêtres ont mis du temps pour la réaliser, et, avec des moyens qu'on n'a pas aujourd'hui. Le traitement doit être efficace, car les pics de Ouapo et les lignes de crête des vallées marquisiennes auront raison de Pascal. 11 ans après son retour, il les arpente encore inlassablement, y entraînant ceux qui veulent bien se sentir exotiques, au sens noble. On va vite aller voir le bateau. Ceux qui acceptent de sortir d'eux-mêmes pour s'ouvrir à l'autre, à l'ailleurs. Voilà la route on était là-bas. Point de vue.
Je vais vous quitter puisque je vais effectuer un saut à l'élastique en fibre de cocotier à la traditionnelle, le saut de ma vie d'ailleurs. Je n'ai jamais eu un groupe comme ça. Jamais. Vraiment. Sur ça, jamais. Jamais, peut-être, Pascal ne s'est senti aussi bien dans son archipel marquisien. Jamais, sans doute, Jean-Philippe ne s'est senti aussi bien sur son bateau. J'ai commencé à aimer à voyager, les moments tranquilles, quand il n'y a pas de marée autour de moi. Surtout quand la mer est calme et un beau temps. C'était un beau moment de rester tout seul à la passerelle du bateau. Jamais, peut-être, il ne s'est senti aussi utile à la vie de cette population des atolls lointains, dont le quotidien dépend souvent de ce que le Mareva Nui ou d'autres bateaux leur livrent, ou de ce qu'il exporte de ces atolls vers Tahiti. Avec en premier lieu le copra, seule véritable production locale avec la perle. Les cales du Mareva Nui se vident des commandes passées par les habitants et se remplissent de leur production de copra, et la boucle est bouclée. Progressivement, les pièces du puzzle de cette fratrie peu commune se mettent en place. Jean-Philippe a trouvé un frère et sa voix, finalement maritime, contre toute attente. Pascal a trouvé les marquises, sa famille naturelle et un travail. Mais ces 24 années d'absence pèsent lourd dans son intégration à cette culture et à ce peuple. À Carita, c'est un très très beau village. On a cette douceur de vivre, mais ce calme et cette quiétude me convient 15 jours, un mois. Pour beaucoup de raisons et pour le fait que je sois encore là 11 ans après, la Ranui me permet de rencontrer d'autres personnes, d'avoir un rapport de discussion autre. Et donc cette richesse dans les rencontres, puis dans la notion de partage, elle a été très importante pour moi quand je suis revenu ici. Finalement, ça m'a permis un équilibre parce que je reste très profondément ancré dans la culture française. On est ce qu'on est et je vais pas me refaire, quoi. Marquisien ou breton, je ne choisis plus vraiment. Donc je continue ma quête vers mes origines, parce que je pense qu'elle n'est pas terminée. J'en suis très content. Je m'aperçois que, n'ayant même pas vécu aux Marquises, même si certains éléments de ma culture marquisienne sont livresques, je m'aperçois quand même qu'il a été facile pour moi d'intégrer la vie quotidienne marquisienne, même si parfois à mes repas il y a aussi des choses très françaises. Hein.
Je suis bien en savate comme en chaussures, quoi. J'en suis très content. Ce travail que Pascal a fait sur lui-même lui a apporté les réponses simples, claires et parfois généreuses à toutes les questions qu'il se posait. Toutes sauf une. Et à celle-là, il sait qu'il n'aura peut-être jamais de réponse, car il n'y en a sans doute pas ou il y en a trop. Savoir pourquoi. Il m'a dit, maman, mais pourquoi tu m'as donné pour adopter? J'ai dit oui, mais j'ai pleuré toujours, mais... Il y a eu tout un contexte, notamment entre les deux femmes aussi, qui sont deux femmes quasiment identiques. Nous sommes très amis. C'est pour ça que j'ai ouvert toujours la porte de ma maison pour toi. Mais j'aime beaucoup mes enfants. Pourquoi moi? Pourquoi pas Jean-Dominique, Sylviane, Maryse, ou Brigitte, ou Philippe, pourquoi ça a été moi? Pour moi, mais il a bien fait de donner Pascal avec les parents adoptifs. Sinon, peut-être il va pas aller jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce moment. Ce qu'il a fait, c'est séduit, tout ce qu'il a fait en France, et moi, j'ai envie. Oui, j'ai envie aussi, mais je ne regrette pas d'être capitaine de Marée Vanouille. Je suis content quand même d'arriver à ce point-là. Je suis né en Marquise, là, à Ouapo. J'habite ici à Tahiti. Et je travaille en mer la plupart du temps, au Tuamotu Nord-Ouest. Mais au fond de moi, je suis toujours un pur marquisien. Et je suis fier d'être. Ainsi de Jean-Philippe, pour qui, enfant, ce bateau séparait de ce qu'on aime, mais lui permet aujourd'hui de relier les hommes des atolls lointains et de les aider à mieux vivre. C'est pour lui, après un long cheminement et de rudes batailles contre lui-même, comme une manière de revanche sur le destin. Comme si l'adoption de Pascal, qu'il approuve, et sa réussite dans cette métropole si lointaine, lui avait insufflé cette énergie, cette envie de dépasser ses faiblesses et réussir sa vie. Ainsi de Pascal, qui a vécu cette séparation bien avant de comprendre qu'une adoption, même réussie comme la sienne, laisse des séquelles à tous ses protagonistes, parents, enfants, fratrie. Mais il a compris aussi que dans sa très grande sagesse, la famille RL, en décidant de garder le contact avec la famille Hatu'uku, au risque avéré de le perdre un jour, a respecté le concept de Fa'amu, l'adoption à la polynésienne, lui permettant ainsi de retrouver sa famille naturelle sans rien renier de sa famille adoptive et de gagner au passage une sorte de gros lot de l'amour de deux mères et de deux pères, avec comme bonus une double culture bretonne et marquisienne. Ainsi de cette histoire, aux allures de parabole, de deux frères qui se retrouvent après 25 ans. Elle nous apprend qu'à l'instar de la goélette Marée Vanouille, qui relie les hommes des Tuamotu du Nord-Ouest, Henua Enana, la terre des hommes, le vrai nom des îles Marquises, serait ce grand vaisseau de pierre qui relie à jamais tous les Marquisiens où qu'ils soient sur la terre et leur fait dire lorsqu'ils se croisent, tout comme Pascal et Jean-Philippe, Marquisien, mon frère.